Bonjour à tous. Sous l'égide de la Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la poésie, de l'association Humanisme et Renaissance et des éditions Draw, et en compagnie de la comédienne Estelle Meyer, nous allons vous présenter une sélection de poèmes de Jean Second. Je suis Virginie Leroux, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, et je co-dirige avec Perrine Galland l'édition des œuvres complètes de ce poète qui va paraître très bientôt à Genève chez Draw. Jean Second est né le 15 novembre 1511 à La Haye, dans une famille en vue des anciens Pays-Bas. Ce jour-là, on célébrait la fête de Saint-Second, d'où le surnom de Jean. Le portrait que fit de lui son ami, le peintre Jan van Scorel, rappelle qu'il était connu aussi bien pour ses poèmes que pour les médailles qu'il a gravées. Sur la copie que vous voyez, Second tient en effet dans sa main gauche une médaille de sa maîtresse Julie, gravée par lui-même, tandis qu'un livre contenant ses poèmes est posé sur la table qui se trouve devant lui. Son père, Nicolas Everarts, enseigna le droit civil dans la prestigieuse université de Louvain, dont il fut recteur. Et il devint en 1528 le troisième président du Grand Conseil de Malines, la plus haute instance juridique de ce temps aux Pays-Bas. C'est en effet à Malines, une ville qui se trouve non loin de Bruxelles, que Marguerite d'Autriche, la tante de l'empereur Charles Quint, qui assura la régence des Pays-Bas avant l'émancipation de son neveu, puis en reprit la gouvernance à la demande de celui-ci, avait installé sa cour. Elle y attira des savants, des poètes et des artistes que Second put fréquenter grâce aux relations de son père. C'est à Malines qu'il composa le cycle des élégies à Julie, premier vrai succès de sa carrière, et sans doute qu'il découvrit l'art de la gravure avant de se tourner vers la cour impériale de Bruxelles et l'université de Louvain. En mars 1532, Second et son frère partent en France pour Bourges, compléter leurs études en droit romain auprès du Milanais André Alcia, réputé dans toute l'Europe pour son enseignement. André Alcia a aussi traduit en latin des épigrammes grecques du recueil d'épigrammes antiques qu'on appelle l'Anthologie grecque, un recueil qui suscite un grand engouement chez les humanistes qui rivalisent pour proposer des traductions ingénieuses. Il est surtout l'auteur des Emblèmes, un recueil qui va rencontrer un succès considérable en Europe. Il représente donc pour les deux frères le modèle du poète jurisconsulte dans lequel ils se reconnaissent. En effet, alors que les mythes de l'inspiration et de la vocation poétique ont exploité le motif du retrait du monde imposé par la pulsion d'écriture, Second, loin de s'abstraire de la cité, revendique une intégration sociale et se destine, comme ses frères, à une carrière administrative et politique. En mai 1533, il part rejoindre son frère Nicolas Grudius à la cour de Charles Quint en Espagne, et en mai 1534, il est nommé secrétaire du nouvel archevêque de Tolède, Juan Pardo de Tavera, qui pouvait espérer devenir pape, mais ne le devint pas. Au printemps 1535, Charles Quint, séduit par le jeune poète, décide de l'emmener avec lui au siège de Tunis, dans l'intention d'en faire le chantre de ses exploits. Mais Second, malade, dut quitter l'Espagne. À l'été 1536, Charles Quint fit de lui son secrétaire et lui proposa une mission à Rome auprès du pape. Mais Second, emporté par un accès de fièvre, mourut le 25 septembre 1536, probablement des suites de la malaria. Il avait 25 ans. Il laisse une œuvre qui comprendra 4 volumes dans l'édition que nous préparons, et on ne peut que regretter les ouvrages qu'il aurait pu composer s'il avait vécu plus longtemps. Jean Second doit surtout sa renommée à ses baisers. Son innovation consiste à faire du baiser, qui jusqu'alors était un motif poétique, illustré par Catulle, par Martial, présent dans l'anthologie grecque et goûté par les poètes néo-latins italiens, un véritable genre littéraire, puisqu'il prépare une collection qui deviendra un recueil de 19 baisers dans lequel il multiplie les mètres, les modèles et les tonalités, de la veine obscène à la fusion mystique néoplatonicienne. L'ouvrage manuscrit fut présenté en février-mai 1534 à la cour de Charles Quint à Tolède, et le succès fut immédiat. Il ne se démentit pas par la suite, puisque les baisers de Second furent lus et imités
par des poètes aussi variés que Ronsard, Fleming ou Goethe. Estelle va réciter successivement le baiser 1, programmatique, qui rapporte en une fable plaisante l'origine des baisers associés aux roses et à la laine fécondante de Vénus. Le baiser 8, qui développe le thème de la morsure amoureuse récurrent dans la poésie érotique de la Renaissance. Et le baiser 10, qui exalte la variété en amour. Les poèmes seront lus en traduction, mais Estelle vous lira aussi quelques anacréontiques du baiser 8 pour vous donner une idée du latin de second et de ses expérimentations métriques. Baiser 1. Vénus avait conduit Ascagne au-dessus des monts de Cythère, l'avait posé, dormant, sur de tendres pensées. Alentour, elle avait jeté des roses blanches en nuées, parsemé tout le lieu de leur liquide essence. En son cœur, elle a réveillé l'antique flamme d'Adonis, et l'ardeur bien connue rampe au fond de ses eaux. Que de fois elle a désiré enlacer son petit enfant, que de fois elle a dit tel était Adonis. Mais dans la crainte de troubler le calme sommeil du petit, elle a donné 1000 baisers aux roses proches. Et les voici tout échauffées. Dionée de ses lèvres d'amante absorbe leur haleine doucement bruissante. Chaque rose qu'elle a touchée a fait naître autant de baisers, soudain, multipliant la joie de la déesse. Alors, Cythérée a fendu les nues sur ses cygnes neigeux pour parcourir le globe de la terre immense. À la façon de Triptolème, en la glèbe féconde, elle sème, les baisers par 3 fois profèrent un son inouï. De là naquit cette moisson, bénéfique aux mortels souffrants. De là naquit le seul remède à tous mes maux. Ô, salut pour l'éternité, vous qui calmez ma pauvre flamme. Baiser mouillé, né des roses si fraîches. Me voici, je suis l'inspiré qui célébrera votre gloire, tant que le mont méduséen sera connu, qu'en souvenir des Énéades, race très aimée, l'éloquent amour modulera les mots des Romulides. Quis te furor neaera, inepta quis iubebat, sic in volare nostram, sic velicare linguam, ferociente morsu. Baiser 8. Quelle fureur, Néaire, sotte, qui t'ordonnait de me ravir ma langue, de déchirer ma langue en me mordant si fort? Toutes ces flèches-là, que porte seul mon cœur, partout percées de toi, sont-elles rien vraiment? Et tes dents effrontées, devaient-elles profaner, profanation ce membre, dont souvent au levant, dont souvent au couchant, dont tout au long des jours, au long des nuits amères, je chantais tes louanges? C'est elle, injuste fille, elle, sais-tu, ma langue, qui célébrant les boucles, et les yeux arrondis, et les tétins de lait, et le cou tendre lait de la belle Néaire, en vers tendre l'élève, loin des feux de Jupin, aux grandes dames des cieux, t'appelle mon salut, et t'appelle ma vie, et la fleur de mon âme, t'appelle mes amours, et t'appelle mes grâces, et te dit ma Dionée, et te dit ma colombe, ma blanche tourterelle, aux grandes dames de Vénus. Est-ce là ce qui fait qu'il te plaît, souveraine, de la blesser ainsi? Pourtant nulle blessure, ma belle, tu le sais, ne la fâcherait tant qu'elle ne chantât plus ses jolis yeux, ses lèvres et ses dents sensuelles qui lui firent du mal, malgré le sang qui coule et ses balbutiements, ô beauté souveraine. Baiser 10.
Je ne suis pas bien sûre de savoir quel baiser bouleverse mon âme. Mouillés, sur tes lèvres mouillées, je les adore. Mais ce n'est point à dire que me déplaisent de petits baisers secs. Souvent ils font couler en mes os la chaleur. Il est bien doux aussi de poser des baisers sur des yeux vacillants, après avoir séduit les auteurs de ces mots, de s'incliner partout, tout au long de tes joues, tout au long de ton cou, de ton épaule blanche ou de ton sein neigeux, et de marquer de bleu tout le long de tes joues, tout le long de ton cou, ta belle épaule blanche ou ton beau sein tout blanc. De ma lèvre plaintive, oser sucer aussi ta langue qui bégait, et mêler par nos bouches jointes nos deux âmes, et de laisser chacun son âme s'en aller au fond du corps de l'autre, quand l'amour qui se meurt défaille et puis se pâme. Qu'il soit court ou bien long, nonchalant ou ardent, il saura me ravir, reçu ou bien donné ma vie, ton doux baiser. Mais les baisers que tu m'as pris, ne me les rends jamais à l'identique. Varions-en chacun le jeu diversement. Le premier d'entre nous que l'on verra manquer de l'art de variété devra, les yeux baissés, entendre ce verdict. Le nombre de baisers donnés des deux côtés, le vaincu devra seul les rendre à son vainqueur aussi doux et divers. Second s'essaye au motif particulièrement goûté de ses contemporains, avec qui il rivalise. Il illustre par exemple, dans l'élégie 2-4, le couple antithétique du feu et de la neige, dont on a fait l'emblème du pétrarchisme en latin. Ce poème s'inscrit dans une série d'imitations d'une épigramme latine intitulée « Boule de neige », attribuée à Pétrone ou plus récemment à Ovide. Elle séduisit les poètes néo-latins italiens et, comme nous allons l'entendre, l'élégie de Second est particulièrement proche du poème contemporain de Clément Marot intitulé « Le Dizain de neige ». Comme lui, Second accentue en effet le paradoxe de l'alliance fabuleuse des contraires. Marot, le dizain de neige. Anne, par jeu me jeta de la neige, que je cuis doigt froide certainement, mais c'était feu, l'expérience en neige, car embrasé je fus soudainement. Puisque le feu loge secrètement dedans la neige, où trouverais-je place pour n'ardre point, Anne, ta seule grâce, éteindre peu le feu que je sens bien, non point par eau, par neige, ne par glace, mais par sentir un feu pareil au mien. Élégie 2, 4. Ma chère Lydie frappa mon cœur d'une neige glaciale. Ses traits, pensais-je, sont exempts de flammes. Je me trompais. L'eau recelait des étincelles, et une flamme aqueuse s'instille en mes veines. Là, comment sans péril esquiver ce brasier, si nous craignons les eaux que le froid a durcies? Ce brandon né du froid, nul froid ne l'éteindra. C'est d'un brandon qu'il faudra espérer du froid. Embrase-toi de pareil feu pour soulager mon triste amour, car ta froideur dure, Lydie, dure toujours. La métaphore du feu peut aussi prendre une valeur satirique. Par exemple, dans l'épigramme 46, qui adapte un adage d'Érasme et retravaille l'association maléfique entre la femme et le feu, qu'Hésiode a placé au cœur du mythe de Pandore, puisque la femme est le fléau dont Zeus fit présent aux hommes pour punir Prométhée d'avoir volé le feu aux dieux.
3 mots. Quels sont les 3 mots les pires frappant l'humanité? Tu veux le savoir? En bref, femme, flamme, flot. La sylve 8 est un nouvel exemple d'émulation. Il s'agit d'un dialogue entre un voyageur et Écho qui permet à Second de déployer sa virtuosité en cultivant des vers échoïques. Plusieurs textes du corpus antique illustrèrent le genre du dialogue en écho. Le plus fameux est le récit de la rencontre entre Écho et Narcisse au 3e livre des Métamorphoses d'Ovide. Dans ce passage virtuose, la nymphe tente de séduire le jeune homme en répétant ou en tronquant les derniers mots de ses répliques. Par exemple, quand, effrayé des avances de la nymphe, Narcisse s'exclame en fuyant qu'il mourra avant que la nymphe dispose de lui à son gré, sa phrase écourtée de moitié prend un sens exactement opposé en devenant un vœu d'Écho. Dispose de moi à ton gré. Cependant, le texte qui suscita la mode du dialogue en écho à la Renaissance est plutôt une épigramme de l'anthologie grecque due à un certain Goradas, dans laquelle un jeune homme amoureux sollicite l'aide d'Écho. L'humaniste italien Ange Policien la traduisit en latin et l'imita en italien, donnant le coup d'envoi à toute une série de dialogues échoïques. Second conjugue la figure mythologique de la nymphe dédaignée par Narcisse, qui incarne l'amour malheureux, à la figure de style fondée sur des jeux d'homophonie répétés, dont certains sont repris des poètes de son temps, comme l'écho Amori Mori ou l'écho Amare Mare. Écho et le voyageur. Ô déesse, qui habite les cavernes profondes et gouverne les retraites ombreuses des bois, toi qui seule parmi toutes les déesses, que les feuilles enchantent et qu'enchantent les sources, te fais entendre chaque fois sans jamais te faire voir. Dis-moi, quand s'apaisera cette flamme qui me dévore au plus profond de moi. C'est ainsi, belle déesse, qu'un feu te dévora jadis, né du regard orgueilleux d'un garçon ravissant. Au temps où, réduite à un soupir, tu gisais, ombre languissante, et que ta vie, ne subsistant plus, que dans ta voix, était portée par un bref souffle d'air. Dis-moi, puisque peut-être tu te plais à entendre mes plaintes et à raviver tes amours anciennes, dis-moi donc, je t'en prie, qui pourra imposer de tardives limites à l'indomptable amour? La mort! Que les dieux m'en préservent! Ainsi donc les sanglots, les larmes et les plaintes me poursuivront jusqu'au jour de ma vieillesse et ne quitteront pas même mes jours de vieillesse. Ou bien faut-il quitter la vie avant d'en avoir joui? Oui, mais je pourrais voyager à travers peuples et mers où ne pourront me suivre les ailes d'un amour soustrait à mon regard. Là-bas, les yeux de ma maîtresse laissés loin en arrière, ces 2 flambeaux célestes cesseront de me brûler. Brûler! Et sa bouche rose, ses joues de me tourmenter, hanter. Mais cette douleur sera légère et brève. Bientôt, se retrouvant privée de tout aliment, elle s'éteindra la première, malgré tes mots contraires. Au contraire! L'amour est-il tellement amer, telle la mer? Pauvre de moi, les autres mots acceptent et apprécient les soins qui les guérissent. Seul l'amour n'est soulagé par aucun savoir-faire. Il ne cède pas aux incantations, ne cède pas aux drogues. Il méprise le conseil de l'ami fidèle, méprise les arguments des gens bien avisés qui savent ce qu'il est. Qu'il est!
Oh, si seulement, malheureux, malheureux que je suis, je pouvais ne plus sentir ces terribles douleurs. Comme je préférerais être figé au milieu de la forêt, les membres couverts de l'écorce d'un orne insensible, où tantôt le chorus, tantôt le furieux austère, tantôt le haletant boré avec de vains efforts, secourait et tiraillerait en tous sens mes frondaisons plaintives sans aucune douleur, ou si je pouvais, avec toi, me changer en voix limpide, et puis voler par les forêts, voler par les vallées, mais qu'au moins alors je puisse faire résonner quelquefois de joyeuses paroles, lorsqu'un voyageur à qui l'amour sourit chanterait ses heureuses ardeurs. Puissions-nous ne pas répéter toujours de tristes hélas, hélas. Si Second est surtout connu comme poète érotique, c'est aussi un jeune loup qui cherche à faire carrière. Nous allons donc voir à présent comment la poésie sert ses ambitions. Dans sa famille, c'est son frère, Nicolaus Grudius, qui fit la carrière la plus éclatante auprès de l'empereur. En 1532, il devint secrétaire de la correspondance avec les Pays-Bas et suivit la cour impériale dans ses déplacements. Il se rendit donc notamment en Espagne et participa à l'expédition de Tunis. Puis fut plus tard nommé secrétaire du Conseil d'État et du Conseil privé de Charles Quint. C'est dans l'intention de faire une carrière comparable que Jean II travailla à se faire connaître de Marguerite d'Autriche et de Charles Quint dans les années 1530 et 1531, puis qu'il se rendit en Espagne pour rejoindre son frère et se faire une place à la cour. Pour séduire l'empereur et sa tante, Second commence par célébrer deux événements majeurs. Il compose une élégie sur la paix des dames, conclue en août 1529, qui met fin au conflit entre Charles Quint et François Ier. Et, imitant Horace qui avait chanté Auguste et le retour de l'âge d'or, il consacre une ode au couronnement de l'empereur à Bologne, le 24 février 1530. Dante, dans le De Monarchia, reprend la lecture augustinienne et chrétienne de la 4e bucolique de Virgile pour sanctifier l'idéal impérial et la conception gibelline de la monarchie universelle dont s'inspirent les conseillers de Charles Quint, notamment Mercurino Gattinara. La lecture de textes eschatologiques comme ceux de Joachim de Flore, qui revivifient la tradition millénariste chrétienne, avait convaincu Gattinara que Charles pouvait être le prince qui réaliserait la prophétie évangélique annoncée par Jean, l'unification du monde sous un seul pasteur. Il vise la suprématie d'une monarchie universelle supranationale, organisée selon le modèle mythique de l'Empire romain et capable de garantir la paix sous l'égide du christianisme. Jean II célèbre ainsi l'empereur providentiel qui règne sur l'univers pacifié, œuvre à la diffusion de la foi chrétienne dans le monde et, en garantissant la paix, assure le bonheur des populations. Ode 1 à Charles Quint, couronné empereur romain. Assistez-moi, fille du souverain père. Ô muse, entonnez pour le puissant César un chant que la lyre des anciens, poète jamais encore ne fit résonner, qui ébranle à nouveau les rochers et les bêtes, qui fige sous sa caresse les eaux tourbillonnantes, et viennent cajoler de sa mélodie suave l'oreille de tout homme en tout point de la terre. Joie en vous, citoyens, applaudissez, applaudissez, joie en vous par le monde, hommes de bien. De vos sombres soucis, de vos mordantes peines, délestez votre cœur. Il a reçu, comme le méritait son chef sacré, les couronnes tant attendues, enfin. Lui, le très bon, le très grand, lui, le maître à venir du monde errant. Me trompais-je?
Ou n'est-ce là ce qu'au poète bouillonnant le visionnaire Saint-Tien vient annoncer? Toutes tes prédictions de grâce, que les dieux les accomplissent, Apollon. Que se le dise l'Orient, que se le dise l'Occident, seul et tout-puissant notre César, Charles, l'être le plus doux, le plus clément, que jamais siècle donna ou donnera. Non, même si revenait le temps où, dit-on, de Jupiter le vieux père porte-faux était roi, où loyauté et sa sœur justice étaient souveraines d'un monde de piété. Laissez donc ces tristes plaintes, sortez donc du cellier le sécube, voici le jour, le voici qui de cœur, qui de rutilantes flambées doit recevoir l'honneur. Charles Quint fit son entrée solennelle à Bruxelles le 24 janvier 1531 pour tenter de régler des dossiers concernant la religion et l'inextricable affaire du divorce d'Henri VIII. Jean II célébra son arrivée dans une ode et composa une épigramme à l'occasion de son anniversaire le 24 février. Alliant l'éloge poétique à la gravure, celui qui aime à se définir comme un poète sculpteur et grava de nombreuses médailles, offrit aussi à l'empereur une médaille avec son effigie, gravée par ses soins, dont l'interprétation est fournie dans l'élégie 3.2. Sur le revers sont représentées les 2 colonnes d'Hercule, qui, dans la devise de l'empereur, étaient accompagnées du motto plus ultra ou plus ultra. Pour l'Antiquité, les colonnes d'Hercule constituaient la pointe extrême du monde occidental connu. La devise invitait ainsi l'empereur non seulement à devenir un second Hercule, mais également à dépasser les frontières occupées jadis par l'Empire romain et celles de la terre connue, pour partir à la conquête du nouveau monde récemment découvert. La face principale de la médaille représente l'empereur. En 1530, Charles Quint renonça à l'idée chevaleresque du souverain bourguignon pour adopter le modèle classique et triomphal de l'empereur romain, codifié par Antonio de Guevara. La nouvelle image de l'empereur, qui s'accomplit progressivement dans les portraits réalisés de 1530 à 1532, est illustrée de manière exemplaire par le Charles Quint en armure de Titien, aujourd'hui perdu, mais dont le Charles Quint avec un chien, conservé au musée de Madrid, permet de reconstituer le processus d'élaboration du visage de l'empereur. Comme l'a montré Diane Baudard, Titien estompe les détails et réinterprète le prognatisme des Habsbourg pour créer une expression noble et inspirée. Cette adaptation de l'apparence extérieure de Charles Quint au modèle impérial classique ne trouva pas une traduction figurée immédiate. La médaille gravée par Second conserve des traits du modèle iconographique précédent, comme en témoigne la coupe bourguignonne au carré. C'est donc à l'élégie qu'il revient de conférer une aura symbolique et une dignité impériale antique et non plus chevaleresque et bourguignonne, aux traits représentés. À Charles Quint, empereur des Romains, pieux, heureux, auguste. Toi qui seul pouvais, Charles, dans ta main invincible, tenir tous les royaumes du globe terrestre. Si la bonne fortune ne s'était privée elle-même du pouvoir de combler une tête si chère, la médaille présente est l'œuvre d'un sculpteur-poète. Tu seras indulgent si son art est médiocre. D'un côté, tu verras les colonnes d'Hercule résister aux assauts d'une mer déchaînée, ton emblème. Plus heureux, l'autre côté présente ton visage auguste. Pourquoi le contempler toi-même les yeux fixes? Est-ce qu'en lui soudain, l'honneur, la douceur et la dignité, chez toi hors du commun, sont devenus visibles? Assurément, c'est bien là ton portrait, très Clément César.
Mais combien maladroits sont les doigts qui l'ont fait. Il fallait pour le former ou les mains de Lysippe, ou celles qui jadis ont forgé Pallas et Jupiter. Alors, il aurait pu briller parmi les visages des dieux, envié par tous les dieux, envié par Jupiter. Mais comme celui-ci est l'œuvre de ma main téméraire, combien il perd de grâce et combien de grandeur. Si imparfait soit-il, cependant, il pourra donner aux peuples éloignés preuve de ta piété, et donner crédit à travers les siècles à tes hauts faits. Dans l'histoire, César, il trouvera sa place. L'homme que chacun est, celui qu'il a été, est révélé par le portrait. Il porte du cœur les marques sûres. Elle accuse à jamais les actes de cruauté de Néron, la monnaie des reins fauves qui nous reste encore. Elle montre sa main, souillée du meurtre de sa famille. Elle montre les marques du sang de sa mère, les biens de la ville reine flambant d'un feu criminel, et les corps mutilés de tant de sénateurs. De même, quand les siècles qui viennent verront ton visage, ils sauront ta piété, ta loyauté, ta foi, ainsi que ton esprit tout à fait respectueux du droit, même si aucun livre ne parlait de toi. En 1534, à la tête de troupes ottomanes, Soliman le Magnifique est implanté à Alger et sème la terreur en Méditerranée orientale en attaquant les côtes napolitaines et en prenant Tunis. Lorsque Charles Quint décide d'un périple militaire pour reprendre la ville, Second doit accompagner l'empereur pour en décrire l'expédition. Il en informe son frère Évrard dans une lettre datée du 28 février 1535 et se montre si enthousiaste qu'il donne les premiers vers de l'épopée. Or, un accès de fièvre Carte aura raison de sa participation à l'expédition. À défaut d'épopée, Second compose un éloge élégiaco-épique de l'empereur, dans lequel il imagine que Charles Quint, descendant d'Énée et de son fils Iule, comme tous les empereurs romains, débarque à Tunis, Nouvelle Carthage, pour y réparer la faute d'Énée, qui avait abandonné la reine de Carthage, Didon, éprise de lui, et l'avait donc indirectement poussé au suicide. Dans une prosopopée qui sert de pointe, Didon, nommé par son nom phénicien Élisa, confesse que la gloire de Charles est supérieure à celle de son ancêtre, et qu'il aurait mieux valu pour sa propre célébrité qu'elle fût tombée amoureuse de lui, et que ce fût lui qui eût causé sa mort. Sur Charles Quint, empereur auguste, pieux et bienheureux, alors qu'il combattait en Afrique. Lui qu'engendra le sang d'Énée, le sang du gracieux Iule. Jusqu'en ton royaume, Élisa, Charles est venu, pour d'un cruel tyran pieusement venger ton bûcher, emmenant par les flots des milliers de navires. Sous ses auspices, ils reprendront leur honneur d'antan, les murs qui tombèrent sous une main romaine. Va donc, laisse ta haine mortelle des Énéades, et du divin César viens contempler la face. Tu diras, crois-moi, si j'étais morte en brûlant pour lui, la cause de ma mort m'eût valu plus d'honneur. Si Second loue l'empereur, il s'en prend corrélativement à ses ennemis, à commencer par le roi de France, contre qui il compose 2 épigrammes qui rappellent les pièces ouvertement obscènes de Catulle sur César et qui sont si virulentes que les frères de Second les censureront dans l'édition posthume de ses œuvres qui paraîtra en 1541.
Elles ont vraisemblablement été composées peu après février 1536 et l'invasion de la Savoie par François Ier. Dans l'épigramme 25, qu'Estelle va nous dire, Second exploite ainsi la symbolique traditionnelle de la confrontation du coq et de l'aigle et oppose le roi de France, comparé à un chapon belliqueux, à l'aigle impérial attaché à la paix et paré de toutes les vertus. Après lui avoir rappelé la captivité espagnole et les nombreux coqs ensevelis en Italie, Second recommande aux volatiles français une expédition en Phrygie où, en l'honneur de la grande déesse Cybèle, il s'auto-castrerait, à la manière des Galles, châtrés pour honorer la déesse. Par cette mention de la Phrygie, où règne désormais le Grand Turc, Second dénonce l'alliance entre François Ier et les infidèles, au moment où Charles Quint, après sa victoire de Tunis, incarne la défense de la chrétienté. Épigramme contre le roi de France reprenant la guerre. Oiseau crété, défies-tu l'aigle armé de Jupiter? As-tu si vite oublié les chaînes d'Espagne? Que vas-tu t'envoler, Gaulois, au loin pour l'Italie? Sa terre recouvre d'innombrables Gaulois. Et si tu désires visiter de lointains séjours, va sur les cimes élevées du mont Ida. Adore la mer coiffée de tours, de tes mains sonnent les creux tambourins et les horribles corps rauques. Et pris de fureur, ces traits préparés pour l'ennemi, plonge-les dans ton haine en un sanglant massacre. Voilà ce qu'il faut aux Gaulois, et non prendre les armes, ni faire sonner terre et mer du bruit des guerres. De même qu'il s'en prend au roi de France, Second prend parti pour l'empereur contre Henri VIII au moment de l'affaire du divorce royal qui commence en 1527 lorsqu'Henri VIII demande au Saint-Siège l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Charles Quint, neveu de Catherine, s'y oppose et le pape ne donne pas son accord. Henri VIII se convainc alors progressivement de la nécessaire rupture avec le Saint-Siège. Thomas Cranmer, sensible aux thèses luthériennes, bénit le mariage du souverain anglais avec Anne Boleyn en janvier 1533 et annule son mariage avec Catherine d'Aragon en mai de la même année. Le pape Clément VII réagit en excommuniant Henri VIII, événement qui fut à l'origine du schisme d'Angleterre et de la création de l'Église anglicane. Jean II s'intéresse tout particulièrement à deux victimes du roi d'Angleterre, Catherine, l'épouse trahie, et l'humaniste Thomas More. Parce qu'il refusait d'adhérer à l'acte de suprématie qui donnait au roi pouvoir absolu sur l'Église d'Angleterre, Thomas More fut en effet emprisonné dans la Tour de Londres en mai 1534 et condamné à mort pour trahison en juillet 1535. Le 6 juillet, il fut exécuté et décapité devant le peuple. Quant à Catherine, elle fut confinée au château de Kimbolton, où elle mourut en 1536. Dans les épitaphes qu'il compose pour Thomas More et Catherine, Second dénonce avec virulence la cruauté d'un tyran sanguinaire, adultère et débauché. Épitaphe de Thomas More, dialogue entre un étranger et un citoyen. Qui gît ici décapité? À qui est cette tête tranchée par l'épée? Ces blancs cheveux qui baignent dans ce sang hideux? Si gît l'illustre Thomas More, telle est la récompense des destins. Pour les bons mains malheur, aux méchants mains bonheur. Quelles divinités sont assemblées autour de la triste dépouille? La déesse attachée au vrai, sainte foi et Némésis. Les deux premières furent la cause de sa mort, mais la troisième vengera cet inique trépas.
Épitaphe de Catherine, reine d'Angleterre. Moi, femme illustre, qui avait pu séduire mon royal époux, par ma beauté, ma chasteté et ma noble naissance, après qu'une adultère m'a chassée du lit conjugal, je meurs, et ma mort seule me rend chère à mon époux. Un dernier aspect de la poésie de Jean II est son goût pour l'ekphrasis, la description d'œuvres d'art. Non seulement il imite les épigrammes descriptives de l'anthologie grecque, avec une prédilection pour l'Aphrodite de Praxitèle, mais il se plaît à décrire des monuments qui l'ont impressionné. Lors de son passage à Paris pour se rendre à Bourges en 1532, il consacre ainsi un poème à la tour de Nesle, une des 4 grandes tours de l'ancienne enceinte de Paris, destinée par Philippe Auguste au début du XIIIe siècle à protéger la ville. Elle était située sur la rive gauche, à peu près sur l'emplacement actuel du palais de l'Institut. Elle fut détruite en 1665 pour permettre la construction de la bibliothèque Mazarine et du Collège des 4 Nations. Il s'agit donc d'un édifice gothique, au sens où l'entendent les hommes de la Renaissance, dont Second signale qu'il est presque en ruine. Selon la tradition populaire, la tour aurait été le théâtre d'orgies et de meurtres. Alexandre Dumas relate ainsi dans un drame historique l'histoire de Marguerite de Bourgogne, reine de France, qui retrouvait ses amants dans la tour et les tuait au petit matin, afin de ne laisser aucun témoin de ses débauches nocturnes. Il s'inspire de l'affaire de la tour de Nesle, au cours de laquelle les 3 brus du roi de France Philippe IV le Bel, Jeanne, Blanche et Marguerite, sont accusés d'adultère qui se déroulait dans la tour. Les princesses furent emprisonnées et les 2 amants furent condamnés à mort et suppliciés d'une manière particulièrement atroce, puisqu'ils furent écorchés vifs, émasculés, puis décapités, et qu'on pendit leurs cadavres par les aisselles. Second décrit le château de la Reine Blanche, privilégiant probablement le prénom qui avait la portée symbolique la plus grande dans ce contexte, le nom de la reine contrastant avec la noirceur des crimes perpétrés. De façon originale pour son époque, il applique à un monument médiéval la poésie des ruines, tout en recréant l'atmosphère inquiétante de la demeure maudite et hantée. Non seulement il décrit la vengeance du temps sous la forme des intempéries et des habitants sinistres qui seuls acceptent de loger en pareille demeure, mais il montre comment le crime qu'elles ont accueilli a rejailli sur les pierres de l'édifice qui en portent la marque et commémore les horreurs qu'ont abrité le bâtiment. Épigramme sur le château de la Reine Blanche à Paris. Regardez, là où la Seine roule des eaux jaunâtres. Le château presque en ruine où vécut autrefois, dit-on, une reine affolée d'une passion funeste. Comme l'isole le temps qui venge le crime, comme battu des eaux, il héberge les vents, la pluie, tandis qu'y geignent la nuit les oiseaux funèbres, que la douce Cypris, détestant les amours sanglantes, refuse qui niche les oiseaux chaoniens. Là, vols, striges et furies, là les ombres en foule déplorent leur destin par des plaintes lugubres. Ainsi pour toujours, la maison qui sait ses nombreux meurtres expie les crimes de sa lascive maîtresse. Il glisse, condamné aussi à une lente ruine, les rocs en suspens. Il supplie les mains des hommes. Il les supplie en vain, un dur arrêt les tient debout, qui veut qu'à leur restauration nul ne s'emploie, sans périr par l'épée pour prix d'une injuste piété. Qui oserait encore imiter ces horreurs? Même les rocs, par cet arrêt, sont de mort menacés. Bien après les cendres, restent les monuments du crime.
Donc, lors de son séjour à Paris, Second fut aussi impressionné par sa visite de la basilique Saint-Denis et en particulier par les tombeaux royaux qu'il décrit dans une longue élégie. Après une présentation générale des tombeaux et des statues, Second se concentre sur le tombeau de Charles VIII, puis sur celui de Louis XII, qui présente la particularité de comporter de doubles effigies royales. Les époux sont en effet représentés 2 fois, sur la plateforme supérieure, vivant en grand costume d'apparat, agenouillés et les mains droites, et à l'intérieur des arcades, sur un sarcophage, gisant, nus, à l'état de cadavre, avec un réalisme implacable, puisqu'on a fait figurer sur leurs abdomens l'ouverture recousue nécessaire à l'éviscération. Le tombeau de Louis XII, mort en 1515, fut commandé dès l'année 1516 par François Ier, mais installé à Saint-Denis seulement entre l'été et l'automne 1531. La description de Jean II présente donc un caractère d'actualité et reflète les enjeux politiques de l'architecture royale. L'abbatiale est un lieu de mémoire de la monarchie française et François Ier, dans sa rivalité avec Charles Quint, mise sur son implantation en Italie et valorise en Louis XII le sang milanais et l'héritage italien. C'est pourquoi le tombeau de Saint-Denis, dont la réalisation fut confiée à l'atelier des sculpteurs italiens de la famille di Giusto di Betti, naturalisé sous le nom de Juste, imite celui qui fut réalisé à la Chartreuse de Pavie pour Gian Galeazzo Visconti, arrière-grand-père de Louis XII par sa grand-mère, Valentine Visconti. Second est conscient de ces enjeux politiques et mémoriels qu'il s'attache à déconstruire, en mettant l'accent sur la terreur portée en Italie par Charles VIII et Louis XII. Les derniers vers du poème proclament la supériorité de l'Italie sur la France, en rappelant que de tels chefs-d'œuvre ont pu être sculptés uniquement par des mains latines, c'est-à-dire italiennes, et non par des mains barbares, c'est-à-dire françaises. À la célébration dynastique, le poète substitue une méditation philosophique et religieuse sur la condition humaine et sur le contraste entre la puissance des rois et leur humiliation dans la mort. Le poète érotique s'exprime lorsqu'il suggère que la reine continue d'adresser de tendres propos à son époux et qu'elle semble vouloir l'embrasser une dernière fois. Le poète sculpteur célèbre surtout le pouvoir démiurgique de l'artiste, capable de vaincre la mort. Tombeau de Saint-Denis. Au sommet du tombeau, les 2 genoux ployés, arborant sa vieillesse 3 fois vénérable, en personne le roi, dans l'urne contemplait ses cendres, semblant dire au présent, c'est ainsi que j'étais. Le marbre miséricordieux a recueilli mes traits. Il a certes ravi cette proie à la terre, mais la conscience et l'âme font défaut aux pierres vives qui n'ont voulu soustraire cette proie aux cieux. La reine, compagne de sa couche, puis de son tombeau, semblait encore dire au vieillard des douceurs, sise à gauche de son époux, à quelque distance de lui, prête, je crois, à s'en rapprocher si possible. Quel plaisir as-tu pris, envieux sculpteur, à éloigner l'épouse aimante? Que ne la laissais-tu embrasser son mari? Au cœur du monument, dans l'humble cavité qui est leur lot, reposent leurs 2 corps abattus par la mort. Et les pierres, qui sont pleines de vie au sommet du tombeau, désormais desséchées, ont cédé à la mort. Leur peau pend, distendue, enfouis dans leur sombre retraite, leurs yeux sont clos, leur triste chevelure clairsemée, leurs narines grêles, leurs jambes et leurs mains amaigries, tout ce que peut contre la vie la mort nuisible, la main émule de la rude mort, la portée sur la pierre, sculptée en même lieu, se dresse vie et mort. Assurément, ces statues rayonnent dans tout son éclat, un art qui n'a besoin d'un secours extérieur. Le marbre est pâle, couleur qu'exige la pénible mort,
il se tait. Les défunts ont désappris les mots. Marbre, qui devait tant à un burin béni des dieux, restitués à la vie, mais aussi à la mort. Par quelle main vous dirais-je créé pour m'abuser si bien, que moi-même j'ai peine à me fier à mes sens? Ce sont assurément des doigts latins qui vous polirent. Des mains barbares n'en auraient été capables. Vivez, tant que sera vantée la Dionée de Cnide, l'admirable statue que sculpta Praxitèle. Nous finirons en musique, puisque nous allons écouter l'Ode 10, une ode adressée à Amour, mise en musique par Nicolas Gombert, un des plus importants compositeurs franco-flamands, élève de Josquin-des-Prés et maître de chapelle de Charles Quint. Second et lui se sont probablement fréquentés à la cour de l'empereur, peut-être déjà en 1531, au moment du séjour à Bruxelles, ou en Espagne, où ils se trouvaient tous deux entre 1533 et 1535. La version que nous allons écouter est chantée par le Brabant Ensemble et elle est dirigée par Stephen Rice.